bonsoir à tous. Merci beaucoup pour cet accueil, merci pour cette invitation, Guillaume. Sachez que j'ai beaucoup d'admiration pour les candidats du 92, car je sais que, non, véritablement, car je sais que c'est encore, ça fait partie des territoires encore qui sont pas évidents à labourer. Je sais qu'en effet, vous êtes face à une classe politique particulièrement virulente, clientéliste, mauvaise gestionnaire d'ailleurs, contrairement à ce que souvent on entend, et que voilà, il n'est pas forcément évident encore sur ces terres de s'afficher Front National. Ça change, ça évolue et vous y participez, en cela on vous en remercie. Mais voilà, sachez toute mon admiration et tout mon soutien et tout mon plaisir de venir ici ce soir vous aider tant que faire se peut pour ces élections. Vous avez un mérite d'autant plus grand que tu l'as relevé, vous êtes présent partout. Et ça, c'est déjà une première victoire d'étape. J'espère que vous serez tous largement présents également pour ce deuxième tour. Et je n'en doute pas, et j'espère peut-être une surprise dans le 92, afin que nous puissions enfin rentrer au Conseil général, réparer un tout petit peu l'injustice qui nous est faite, qui veut qu'aujourd'hui, le premier parti de France ait un conseiller général, 2 députés, 2 sénateurs, et soit largement minoritaire dans l'ensemble des assemblées de ce pays. Oui, il faut bien dire qu'au-delà de la compétence et du travail de nos candidats, nous avons la chance d'avoir face à nous, il faut dire, un florilège de candidats d'une nullité absolument cosmique, puisque, pour parler de notre ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, pour prendre que lui, car nous avons des exemples à foison, après avoir nommé un clandestin à la tête des jeunes UMP, et bien sa dernière trouvaille, tout à fait exceptionnelle, je pense qu'ils vont faire de nombreux bureaux politiques pour réussir à sortir cette idée absolument extraordinaire, c'est le FNPS. Alors manifestement, il n'a pas compris que ce qui était drôle et percutant dans l'UMPS, c'était la lettre en commun, mais bon, c'est pas grave. Et donc le FNPS, laissant entendre qu'il y aurait une espèce de collusion sous-jacente entre la gauche et le Front National. Eh bien, n'en déplaise à M. Nicolas Sarkozy, la vérité, et tout le monde le sait aujourd'hui, c'est que si nous avons la malchance d'avoir François Hollande au pouvoir, eh bien, c'est en raison des multiples trahisons qu'a fait subir Nicolas Sarkozy aux Français, après d'ailleurs les nombreux espoirs qu'il a suscités en 2007. Mais surtout, la pratique politique nous démontre exactement l'inverse. C'est-à-dire que dans toutes les partielles qui ont eu lieu depuis l'élection de François Hollande, à l'exception du Doubs, je dis bien, chaque fois que le Front National est fort, le PS est éliminé. Voilà, donc la vérité, c'est que contrairement à ce que dit Nicolas Sarkozy, chaque fois que le Front National avance, chaque fois qu'il est fort sur les territoires, eh bien, c'est la gauche qui manifestement en pâtit le plus. Et je veux dire que je suis assez scandalisée. Je pense que vous l'êtes aussi par l'indécence de tous ces anciens présidents de la République, anciens ministres, responsables politiques, dont le seul programme politique dorénavant est de lutter contre le Front National. Ils n'ont plus aucune vision, ils n'ont plus aucune proposition, ils se succèdent sur les plateaux télé simplement pour expliquer pourquoi, eh bien, il serait, sans d'ailleurs aucun argument de fond, mais il serait quasiment immoral, anti-républicain, de voter Front National. Et je dois dire que le paroxysme de cette indécence a quand même été atteint au Salon de l'Agriculture. Alors même que nos agriculteurs sont en train de mourir étranglés par les réglementations de Bruxelles, étranglés par des prix imposés par la grande distribution, qui ne couvre même pas d'ailleurs leur prix de production, parce que justement cette grande distribution a les moyens d'aller se fournir à bas coût de produits étrangers pour faire ce chantage au coût, alors même que nos agriculteurs sont confrontés à une concurrence déloyale de plus en plus forte, de plus en plus importante, que l'Union européenne s'évertue depuis 20 ans à casser tous les systèmes de régulation des prix, avec notamment le système des quotas laitiers dernièrement qui a sauté, alors même que les agriculteurs, avec les policiers, est la profession qui se suicide le plus, eh bien, au lieu d'aller s'adresser à cette profession, eh bien, de leur apporter des solutions concrètes, et ils n'ont eu de cesse de passer les quelques heures au Salon de l'Agriculture à leur expliquer pourquoi ils ne devaient pas voter Front National. Avec d'ailleurs des arguments totalement faux, totalement fantasmés,
la plupart du temps, comme le fait que, soi-disant, si le Front National était au pouvoir, eh bien, ces agriculteurs verraient les aides de la PAC disparaître. Eh bien, c'est exactement l'inverse que nous leur proposons, puisque nous proposons de renationaliser la PAC. C'est-à-dire que, plutôt que de verser de l'argent à l'Union européenne, je vous rappelle que l'Union européenne, la France est contributeur net à hauteur de 7 milliards d'euros par an. C'est-à-dire que nous leur versons 8 milliards d'euros par an, nous leur versons 21 milliards d'euros par an, et nous n'en récupérons que 13 milliards à travers les différentes politiques européennes, pas comprises. Donc c'est 8 milliards d'euros par an de votre poche versés à vide pour le système de l'Union européenne. Eh bien nous, à l'inverse, nous proposons que cet argent soit directement versé de la poche des Français de façon plus juste, avec des critères plus percutants pour nos agriculteurs, plutôt que de passer par ce système absolument délirant de la PAC qui, je vous le rappelle, a quand même coûté 1 milliard d'euros dernièrement aux contributeurs français au prétexte que le ministère de l'Agriculture n'avait pas calculé le nombre d'hectares selon les mêmes critères que ceux de la Commission européenne. 1 milliard d'euros de sanctions. Voilà l'indécence de ces hommes politiques qui, je crois, sont en totale déconnexion, il faut bien le dire maintenant, avec le peuple français, et puis qui donc, ne vont pas sur le fond politique, je vous le disais à l'instant, mais ils sont quasiment dans la morale, dans la foi, et pour cela, eh bien, ils brandissent, vous savez, l'étendard du bon petit républicain, au prétexte que le Front National ne ferait pas partie de leur grand club républicain, citoyen, tolérant et éco-responsable, auquel ils appartiennent tous. Ils brandissent, comme dans les années 80, la menace fasciste, le péril fasciste qui, perdurerait en France, avec la dernière manifestation en date, la sortie absolument extraordinaire de Corbanelis, le patron du PS, qui va quand même expliquer sur un plateau télé, suite d'ailleurs à l'ignoble profanation du cimetière juif, que ça n'est quand même pas anodin, car le Front National sur ces territoires fait plus de 40%. Bande de Gaulle, en l'occurrence ceux qui ont profané ces tombes sont des antifas. Donc l'extrême gauche, les copains donc du Parti socialiste qui s'évertuent à défendre bec et ongle, de la même manière que j'entendais ce matin sur BFM le maire de la ville où va être construit le barrage de Sivins, qui nous expliquait que ça fait des semaines et des mois que des groupuscules d'extrême gauche occupent illégalement le territoire et que l'État français ne fait strictement rien pour déloger ces pseudo-écologistes d'extrême gauche. Alors il nous explique que le Front National serait d'extrême droite. Je tiens à m'attarder un petit peu avec vous sur ce terme, car je sais que c'est peut-être un reproche qui vous est fait régulièrement, vous qui êtes au Front National. J'ai envie que vous puissiez répondre à cela. L'extrême droite, ça répond à des critères sciences politiques précis. On ne met pas n'importe quoi et n'importe qui dans l'extrême droite dans le but, si vous voulez, de décrédibiliser l'adversaire. L'extrême droite, pour vous prendre 3 critères incontestables, vous pouvez trouver le totalitarisme. C'est quand même un comble pour un mouvement qui se présente depuis 40 ans de façon démocratique aux élections, qui a d'ailleurs aujourd'hui des parlementaires, qui dans son fonctionnement interne est tout à fait démocratique, puisque notre présidente elle-même est élue au suffrage des adhérents, un parti qui défend au sein de son programme le système de démocratie directe, c'est-à-dire un véritable référendum d'initiative populaire, et non pas l'espèce de référendum d'initiative mixte mis en place par Nicolas Sarkozy, qui est totalement inapplicable en l'état actuel des choses. Un parti qui défend le recours systématique au référendum pour toute révision constitutionnelle. Parce que vous savez aujourd'hui que les hommes politiques sont tellement terrifiés à l'idée de recourir au peuple, et bien qu'ils ont violé l'esprit de la Constitution. C'est-à-dire qu'initialement, le principe, c'était le référendum pour toute révision constitutionnelle.
Charles de Gaulle, d'ailleurs lui-même, qui a participé à l'élaboration de cette constitution, avait dit voilà, le recours au Congrès, ce sont pour les réformettes, c'est-à-dire les petites réformes techniques qui ne justifient pas de mobiliser le peuple. Eh bien, la pratique politique a fait exactement l'inverse, c'est-à-dire que le Congrès est devenu le principe et le référendum est devenu l'exception. Et d'ailleurs, on se rend compte que même lorsque le peuple a été sollicité, lors du traité constitutionnel de 2005, eh bien, le peuple français a dit non. Il a dit non majoritairement, ce qui n'a pas empêché Nicolas Sarkozy d'imposer ce même traité quelques mois plus tard à travers l'adoption du traité de Lisbonne, qui était exactement le même texte, mais dont on avait changé uniquement le nom. Deuxième critère de l'extrême droite, l'antiparlementarisme. Une fois de plus, un comble pour un parti qui est le seul aujourd'hui en France à vouloir redonner au Parlement l'intégralité de ses compétences. Parce que la vérité aujourd'hui, c'est que ce Parlement français est une énorme mascarade. 80% des textes aujourd'hui qu'adopte le Parlement français sont issus de l'Union européenne. Ce Parlement n'est plus qu'une chambre d'enregistrement de l'ensemble de ces directives et règlements qui émanent de l'Union européenne et de la Commission de Bruxelles, qui est la seule à avoir l'initiative législative. Alors que la Commission de Bruxelles est composée de commissaires qui sont non élus, qui n'ont aucune légitimité démocratique. Eh bien, nous sommes les seuls aujourd'hui à vouloir faire en sorte que ce Parlement retrouve ses compétences en matière migratoire, budgétaire, économique, autant de compétences régaliennes qui aujourd'hui nous échappent totalement. Nous ne sommes plus du tout maîtres de notre destin, puisque vous savez que même maintenant notre budget doit être validé par Bruxelles au risque de sanctions. C'est un chantage d'ailleurs permanent aux réformes pour pouvoir faire valider notre budget. C'est Sarkozy qui avait commencé à le négocier et c'est François Hollande qui l'a ratifié. La droite en est arrivée, la gauche l'a fait. Une fois de plus, une extraordinaire continuité dans les politiques qui sont menées, qui donnent d'ailleurs véritable sens, pour le coup, au slogan politique de l'UMPS. Et enfin, parmi le troisième critère qu'on peut prendre pour définir l'extrême droite, eh bien, il y a la doctrine basée sur la race. C'est déjà tout à fait contraire au statut du Front National, puisque la première disposition de notre statut est de dire que justement nous nous adressons à tous les Français, quelle que soit leur origine, leur race, leur religion. C'est si vrai d'ailleurs que pour ce qui est de la religion, vous ne le savez peut-être pas, mais Jean-Marie Le Pen est le premier homme politique français à avoir présenté un musulman à la députation. C'est une chose que l'on sait peu. Nous sommes profondément au Front National attachés à l'assimilation. Nous ne sommes pas des racialistes. Nous croyons que l'on peut devenir français, quelles que soient les origines qui sont les nôtres, à partir du moment où l'on fait une démarche et que l'on respecte l'adage de bon sens qui est « qu'à Rome fait comme les Romains ». Je suis la première à considérer, par exemple, qu'un Martiniquais est un Français de souche. Les Martiniquais étaient Français avant les Niçois. Il faut quand même le rappeler. Et vous ne le savez peut-être pas également, mais le tout premier député Front National, le tout premier avant même le groupe de 86, est un député guyanais, il me semble, qui nous a rejoint en 84 et qui s'appelait Jean Fontaine. Ça, c'est la France telle que nous l'aimons. Cette France qui est sur tous les continents, qui a la deuxième zone maritime au monde, qui a des Français de tous les horizons. C'est une belle conception de la France. En revanche, pour cela, eh bien, il ne faut pas simplement avoir la nationalité française, la carte de nationalité, mais participer, si vous voulez, d'un terreau commun, d'une histoire commune, de traditions communes. Voilà, avoir envie de vivre ensemble, ça ne se récite pas sur les cours des écoles. Il faut, comment dire, se donner les moyens de cette fraternité, se donner les moyens de cette envie de vivre ensemble. Eux, ils rêvent de la France black, blanc, beurre, et bien nous, nous voyons que la France bleu, blanc, rouge. Je crois que c'est la grande différence. Alors vous voyez, on dit, j'aime bien l'expression qui veut que tel philosophe aime les Tatars pour se dispenser d'aimer ses voisins. C'est exactement le syndrome de la classe politique française. Ils ont toujours le cœur sur la main pour ce qui est d'accueillir toute la misère du monde, mais ils ont bien peu de considération pour leur propre peuple, pour leurs propres compatriotes qui, pour beaucoup d'entre eux aujourd'hui,
sont au chômage, sont dans la précarité, sont même radiés. Je vous signale que le mois dernier, mois de janvier, c'est 47 000 radiations supplémentaires pour des Français qui arrivent au bout de leur cotisation de chômage. Alors, cette espèce de haine de soi et cet amour inconsidéré de l'autre les a poussés à faire la promotion de ce modèle multiculturel à l'anglo-saxonne dont tout le monde aujourd'hui revient, y compris Angela Merkel d'ailleurs, y compris Cameron en Angleterre, cette espèce de droit à la différence qui voudrait qu'aujourd'hui le seul fait de vivre sur les territoires, eh bien finalement, devrait donner le droit à vivre selon ses traditions, sa langue, son mode de vie, sans qu'aucune concession soit faite. Le drame de cette politique-là, c'est que ça a enfermé les gens, justement, dans ces identités de substitution, ça a favorisé le communautarisme, qui est de plus en plus fort aujourd'hui, et qui empêche tout processus d'assimilation. Parfois aussi le clientélisme politique, il faut bien le dire, on le voit bien en 92, et c'est surtout aujourd'hui devenu ce communautarisme un terreau favorable à la montée de l'islam radical en France, dont nous avons eu des démonstrations extrêmement douloureuses ces derniers mois, parmi les plus voyantes, mais qui prospèrent également de façon beaucoup plus perverse, de façon beaucoup plus dangereuse sur l'ensemble du territoire français. Ne soyez pas dupes, les revendications politiques de ces islamistes radicaux sont de plus en plus fortes, de plus en plus virulentes, mais surtout de plus en plus effectives. Car la vérité, c'est qu'aujourd'hui, la République et les élus de la République, de droite comme de gauche, reculent face à ces revendications. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, les mosquées françaises sont financées par l'étranger et par un certain nombre de pays comme le Qatar ou l'Arabie Saoudite, qui sont parmi les pratiques les plus radicales de l'islam tel qu'on peut le connaître dans le monde. Et la conséquence de tout ça, eh bien, c'est qu'aujourd'hui, l'ennemi, c'est nous. L'ennemi, c'est nous, c'est-à-dire que nous avons fabriqué des ennemis intérieurs dont on a pu découvrir de terribles profits à travers Mera, Koulibaly, les frères Kouachi. Aujourd'hui, la France est le premier pourvoyeur européen de terroristes pour l'État islamique, le premier pourvoyeur européen, alors même que ces individus sont nés et ont grandi en France. C'est-à-dire que non seulement nous ne parvenons plus à assimiler ce qui arrive, et qui continue d'arriver, parce qu'en dépit de cela, c'est toujours 200 000 entrées légales par an qui continuent à entrer sur le territoire français. Je ne vous parle même pas de l'immigration clandestine ou des filières du droit d'asile. Et c'est même un phénomène de désassimilation. C'est-à-dire que des jeunes gens qui sont nés sur le territoire français, issus de familles qui ont elles-mêmes la nationalité française depuis 2 ou 3, voire 4 générations, et bien se désassimilent. C'est-à-dire qu'elles trouvent dans l'islam, et en particulier dans l'islam radical, une identité de substitution, un vecteur de fierté qu'ils n'ont pas su trouver à travers l'identité française. Ce qui peut se concevoir de toute façon, puisque ça fait 30 ans que dans l'éducation nationale, eh bien, l'on ne présente finalement l'identité française qu'à travers la collaboration, la colonisation, les croisades, bref, finalement tout ce qui peut être vécu comme honteux, et ces populations elles-mêmes se sentant victimes de l'ancien oppresseur français que nous aurions été. Alors face à cela, on peut quand même être terrifié face à l'absence totale de réponse du gouvernement. Alors tout le monde trouve ça merveilleux parce que Valls a haussé le ton, il a froncé les sourcils, il a osé parler d'islamo-fascisme, ce qui en soi d'ailleurs ne veut strictement rien dire, puisque le fascisme était un nationalisme, que l'islamisme est un internationalisme, et que justement cet internationalisme islamique a grandi sur la mort des nationalismes arabes que nous avons participé à faire tomber, notamment en Libye, en Irak, en Afghanistan, ou même en Syrie, où François Hollande avait voulu aller armer ces djihadistes avant que les États-Unis ne finissent par reculer. Alors, l'absence de réponse, ou alors des réponses tout à fait drôles, si vous voulez en rire qu'en pleurer,
quand on voit qu'il nous propose un site internet, Stop Djihadisme, .fr, des référents laïcité dans les écoles, comme si la laïcité se récitait sur les bancs de l'école, alors même qu'elle devrait s'imposer sur les bancs de l'école. Voilà la meilleure façon de faire vivre cette laïcité. Le service civique, les réserves citoyennes. Alors je ne sais pas si vous imaginez le concept. En gros, c'est proposer sur la base du volontariat et du bénévolat à des jeunes Français d'être réservistes dans un certain nombre de domaines de la fonction publique et notamment l'éducation nationale. Alors je ne sais pas si vous imaginez, on essaye donc de viser des profils un peu particuliers, à savoir justement ces Français qui ne parviennent plus à se retrouver dans la communauté nationale. Imaginez des profils comme Mohamed Merah ou les frères Kouachi. Allez, oui, oui, bien sûr, je vais être réserviste, 4 heures par mois dans l'éducation nationale. Alors, on peut quand même douter, si vous voulez, de l'efficacité d'une telle mesure, qui évidemment est une mesure d'affichage. Et puis surtout, alors là, je veux dire, c'est ce qui m'a le plus marqué après ces attaques, c'est le lancement d'un grand plan de lutte contre le racisme. C'est-à-dire que c'est pas un grand plan de lutte contre le racisme anti-français. Hein. En dépit d'ailleurs du fait que ce soit précisément cela dont il s'agit dans ces attaques. Parce que toutes ces victimes, ce qu'elles avaient en commun au-delà de leur profession, c'est quand même d'être français. Un grand plan de lutte contre le racisme, c'est-à-dire que c'est vous qui êtes attaqué, mais c'est quand même vous qui devez être rééduqué. Ça laisse entendre d'une certaine manière que vous auriez une forme de responsabilité dans ce qui s'est passé. Parce que quand même, ces pauvres jeunes gens, ils étaient quand même exclus, ils étaient quand même pauvres, ils n'avaient pas de travail, et puis ils vivaient dans les cités françaises, donc d'une certaine manière, une fois de plus, le discours victimaire et d'excuses permanentes que vous entendez à longueur de journée, ils auraient une forme d'excuses. Et il faudrait vous rééduquer au cas où, potentiellement, vous auriez l'idée de faire, totalement saugrenue, hein, de faire le lien entre, tiens, immigration incontrôlée, développement du communautarisme, montée de l'islamisme radical et terrorisme au bout de la chaîne. Donc, pour que surtout vous ne fassiez pas ce raisonnement intellectuel, eh bien immédiatement on va lancer un grand plan de lutte contre le racisme pour criminaliser vos inquiétudes. Il faut criminaliser vos inquiétudes, il faut les rendre immorales. Il y a bien d'ailleurs des techniques pour cela, au-delà de ces grands plans financés. Il y a aussi la guerre des mots, ça c'est très intéressant. Faites attention aux mots qui sont employés. Alors nous dans cette salle, nous sommes les grands phobes de la République. Hein. Vous avez remarqué, islamophobe, xénophobe, europhobe, homophobe, voilà. C'est très intéressant ce terme, parce que lorsque vous regardez la définition de la phobie, c'est une crainte maladive de quelque chose. C'est-à-dire que quand vous êtes europhobe, vous n'êtes pas un citoyen éclairé qui peut avoir un avis, certes critique, sur le régime politique de l'Union européenne, mais vous êtes une espèce de malade qui est dans un espèce de réflexe instinctif, de peur pulsionnelle, donc immédiatement, par le terme même, vous êtes décrédibilisé. C'est même pas la peine de parler avec vous, puisque de toute façon, vous n'êtes pas dans une démarche rationnelle et réfléchie, mais vous êtes dans une espèce de crainte totalement infondée. C'est très intéressant, je vous disais, cette guerre des mots, il faut y être sensible et attentif, parce que ce sont autant de barrières psychologiques, de barrières morales, qui nous empêchent finalement de poser les mots sur les problèmes, de faire justement les liens de cause à effet sur les politiques. Mais c'est une véritable tyrannie, j'ai envie de vous dire psychologique, mais c'est aussi une tyrannie judiciaire. Parce que ce qui est extraordinaire aujourd'hui, c'est qu'on parle de l'islamophobie. L'islamophobie ne vous parle jamais de cathophobie ou de judéophobie, pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de délit de blasphème en France. Vous pouvez critiquer une religion, en principe, sans que cela ne vous pose le moindre souci. C'est-à-dire que si demain, mais moi beaucoup d'autres s'en chargent à ma place, si demain je vais dire sur un plateau de télé, la religion catholique est une religion qui appelle à la haine et à la violence, pas de problème. À la limite, j'aurais même peut-être dommage dans Charlie Hebdo. En revanche, si demain je vais sur un plateau de télé dire l'islam est une religion qui appelle à la haine et à l'intolérance, eh bien immédiatement
cela va être associé à du racisme. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que le simple critique aujourd'hui d'une religion est immédiatement associé à du racisme, dans un raisonnement politique qui est totalement insupportable et injustifié d'ailleurs. Et je peux immédiatement me retrouver devant les tribunaux pour incitation à la haine raciale. C'est absolument terrifiant ce type de processus. Alors ne vous laissez pas enfermer par ces mots, prenez du recul, c'est extrêmement important, car aujourd'hui il est temps de faire le bilan sur nos politiques à tous ces grands républicains. La définition de la République, c'est un système politique qui est fondé sur la démocratie et sur la souveraineté populaire. Qu'ont-ils fait de la démocratie et qu'ont-ils fait de la souveraineté populaire? On en parlait tout à l'heure, quel mépris de la démocratie que de violer le référendum, le résultat du référendum sur le traité de 2005. Quel respect de la souveraineté populaire y a-t-il quand depuis 30 ans, il transfère l'intégralité, ou presque, de nos compétences souveraines à l'Union européenne? Mais c'est pas fini. C'est pas fini, parce qu'après avoir vidé l'État de ses compétences par le haut, ils sont en train d'organiser le transfert du peu de compétences qu'il reste vers le bas, vers ces nouvelles super-régions qu'ils ont créées, qui d'ailleurs s'inscrit également dans la disparition du département, ce qui paraît totalement absurde, parce que d'un côté vous créez des superstructures beaucoup plus éloignées du citoyen, et de l'autre vous supprimez l'échelon de proximité qui est le département. Mais cela n'est pas anodin. Le but c'est quoi? Le but, si vous voulez, c'est de pousser ces régions à une autonomie politique de plus en plus forte. Le but c'est de favoriser le lien politique inter-région ou euro-région, et finalement de saper complètement l'échelon national, de saper le peu qui reste de l'échelon étatique et national. Et vous verrez demain, ça ira encore plus loin, je prends date avec vous, puisqu'il y a déjà des demandes de fait à ce sujet-là, vous verrez la demande d'expérimentation, c'est déjà le cas en Moselle de la part du président de l'actuel président du Conseil général, d'expérimentation de régions transnationales, avec l'Alsace et une partie de l'Allemagne, avec le pays niçois et l'Italie, avec le Pays basque et la Catalogne. C'est l'étape suivante, si vous voulez. Alors au début, ce seront des structures purement administratives, mais l'air de rien, en allant vers cela, eh bien, on désagrégera définitivement les frontières nationales. Et l'objectif, c'est quoi? Eh bien, l'objectif, c'est à travers les institutions de briser en fait les résistances nationales. Parce que quoi qu'on en dise, nous sommes français avant d'être européens. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas une sympathie, que nous ne reconnaissons pas l'existence d'une civilisation européenne, avec qui nous partageons beaucoup de choses. Mais nous sommes avant tout français. Et je crois que légitimement, nous nous soucions d'abord du cadre de vie et du bien-être de nos compatriotes avant celui des Ukrainiens ou même des Suédois. Il n'y a pas de projet politique européen possible parce qu'il n'y a pas de nation européenne. Il n'y a pas de nation européenne parce qu'il n'y a pas de peuple européen. Voilà. Et ça, ils auront beau faire tous les traités qu'ils veulent, violer autant de fois la démocratie qu'ils le veulent, imposer ces politiques et cette intégration politique aussi loin qu'ils le veulent, eh bien, ils ne créeront pas, ils ne fabriqueront pas de peuple européen. Parce que les peuples, ça se construit dans le temps, et la France, en cela, est un miracle historique absolument fabuleux. Parce que il est vrai qu'à l'origine, nous ne sommes pas un peuple homogène. Nous sommes des Germains, des Celtes, des Latins, des Antillais, qui se sont unis dans un destin commun par des siècles de centralisation monarchique, de guerre, de mariage, d'alliance, le miracle capétien aussi, enfin bref, plein d'éléments qui ont permis de fabriquer cette nation française dans le temps et d'unir dans un destin commun des gens qui initialement n'avaient pas forcément ou avaient peu de choses en commun. Parfois des langues d'ailleurs très différentes, on parle du pays de la Languedoc et de la Dordogne, du pays du droit coutumier, du droit écrit. Bref, tout cela, ça prend du temps. Et je suis très inquiète de justement cet affaiblissement de l'État, parce qu'en France, c'est l'État qui assure l'unité de la nation française. Ça n'est pas vrai partout,
En Angleterre, la nation a précédé l'État, ce qui explique certainement d'ailleurs cet État beaucoup moins important que nous n'avons en France. Je ne vous parle pas de l'étatisme, je vous parle de l'État dans ses fonctions régaliennes. Et je crains que si vous brisez cet État, eh bien vous brisez le lien lentement construit entre tous ces peuples justement français. Et demain, que restera-t-il de commun entre un Martiniquais, un Calédonien, un Alsacien, un Basque ou un Breton si vous brisez ce lien entre les territoires? Et surtout, si vous ajoutez à cela une immigration massive, continue, déstructurante, qui ne se fond plus dans la communauté nationale, mais qui crée une addition de communautés, justement, qui finissent même par s'affronter. Donc il ne faut pas considérer, si vous voulez, que ces élections départementales sont quelque chose de secondaire. Il n'y a pas de petite résistance. Il n'y a pas de petite résistance. Soyez convaincus de cela. L'identité française, elle se défend dans tous les domaines et sur tous les aspects. Et notre identité institutionnelle participe aussi de ce que nous sommes. Il faut défendre ces échelons, il faut défendre cet attachement, ce lien entre les territoires et les Français, comprendre surtout, toujours comprendre quel est l'objectif derrière, quel est l'objectif à terme. Parce qu'il n'est jamais anodin que l'Union européenne nous murmure comme ça à l'oreille ce type de réforme. Parce que cette réforme territoriale, c'est l'Union européenne qui nous l'a soufflé à l'oreille en mai 2013. Alors toujours comprendre quel est le processus et l'objectif. Donc soyez impliqués pour ces élections, car nous sommes les seuls défenseurs de cet échelon départemental dans cette élection. Si vous pouvez donner un petit peu de votre temps pour aider vos candidats, ça n'est pas grand-chose, parce que cette élection, au-delà du succès, je le crois, qu'elles vont permettre, c'est une marche supplémentaire franchie vers 2017. C'est un gage de crédibilité, ce sont des cadres qui émergent, qui s'implantent sur le territoire, qui seront connus et reconnus de vous dans le temps. C'est donc, si vous voulez, une étape, voilà, une étape supplémentaire vers ce pouvoir, vers l'accès du pouvoir pour Marine Le Pen, que vous pouvez d'ailleurs applaudir ce soir, parce que c'est quand même... Nous avons de quoi être fiers d'elle, je le crois. Donc impliquez-vous, donnez un petit peu de votre temps, donnez un petit peu de vos réseaux aussi, si vous en avez. Quelques heures pour boiter, pour tracter, ça n'est pas grand-chose. Mais demain, c'est ce qui fera la différence pour la victoire que nous attendons tous. Je vous remercie.